À l'occasion de la sortie du DVD Nimpoikan, Enfants de l'Art est parti à la rencontre du Shihan Bernard Bordas, ainsi que de l'équipe technique du film, composée de Jonathan Colombo et Mehdi Bara, co-auteurs du premier documentaire sur l'histoire du ninjutsu en France. L'objectif de ce DVD, qui a été créé par la société de production Enfants de l'Art, les Enfants de l'Art, est surtout de montrer ce qu'est le ninjutsu, et en particulier le ninjutsu de l'école Togakure, qui est une école enseignée par Maître Hatsumi, qu'il a hérité de Takamatsu Sensei, donc son professeur. Comme en France cet art est inconnu et qu'il y a beaucoup de mystification à son sujet, ce DVD a été une première, tout simplement. Ce DVD était une première puisque personne n'avait jamais fait de DVD démystification et historique sur le ninjutsu en France. Contrairement au DVD de ninjutsu, qui en général ne se limite qu'à des techniques de combat, Nimpoikan va vous transporter dans l'univers du Japon féodal pour vous faire découvrir l'histoire de ces guerriers de l'ombre. Ce documentaire retrace l'histoire du ninjutsu à travers l'histoire d'un jeune Français passionné d'arts martiaux qui va mettre ses économies de côté pour aller au Japon, étudier le ninjutsu chez le soke Masaki Hatsumi, qui est l'héritier des 9 écoles ninja et samouraï du Bujinkan. Nous, on a vraiment réalisé ce projet à cœur ouvert pour mettre en lumière le Shihan Bernard Bordas ainsi que le véritable mode de vie des ninjas, tout en respectant la tradition. L'origine du ninjutsu au Japon se trouve principalement dans les régions montagneuses isolées d'Iga et Koga. En ces lieux, on y retrouvait des montagnards et tous les asociaux de l'époque qui cherchaient à fuir la société. Parmi eux, il y avait des pirates, des voleurs, des assassins, des moines et des ascètes, ainsi que des clandestins chinois et coréens qui cherchaient à fuir la guerre qui régnait dans leur pays. C'est ainsi que toutes ces personnes finirent par former plusieurs groupes soudés pour créer ce mode de vie particulier qui est celui des ninjas. Vous avez les bases, et après ce qu'il faut, c'est que les personnes fassent leurs propres recherches, c'est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura à la fois des exemples de techniques, de déplacements, avec toute une filmographie extraordinaire dans des extraits de Shinobi no Mono et autres films de l'époque. Oui, bien sûr, on peut se faire une très bonne idée de ce qu'était le ninja, et une idée juste et vraie de ce qu'était le ninja, par rapport à toutes les autres interprétations farfelues que l'on peut trouver un petit peu à notre époque. Un ninja, celui qui pratique le ninjutsu, était un guerrier du Japon féodal, originaire d'une culture bouddhiste et taoïste spécialisée dans l'espionnage. Le ninja utilisait l'art de l'invisibilité. Il pouvait très bien infiltrer le camp ennemi, comme se mêler à la population sans se faire remarquer. Et l'on peut retrouver ce concept dans ses techniques de combat. Les coups ne devaient pas être visibles à l'œil nu. On appelle cela le ninpo. Dans ce DVD, il est transmis tous les enseignements fondamentaux qui permettent de comprendre la culture ninja. Voilà. Parce que c'est une culture, comme je l'ai dit avant, inconnue, mais aussi qui est aussi complexe. Donc ça veut dire que même si on a des connaissances, il y a vraiment beaucoup de codes, beaucoup de techniques, beaucoup d'histoires. C'est vraiment une culture vraiment complète. Dans ce DVD, on a consacré un chapitre entier à l'école Togakure, l'école de la porte cachée, où on passe en revue les 18 disciplines. Du Ensojutsu, l'art du déguisement, au Baryaku, la stratégie, en passant par le Intonjutsu. 16. Intonjutsu, l'art de l'évasion et de la dissimulation. La technique Intonjutsu est l'art de l'évasion. Il comprend des techniques telles que le Gotompo, se cacher en utilisant les 5 éléments, le bois, l'eau, le feu, le métal et la terre, ainsi que le Shinobi Haruki, la marche du ninja. À ne pas confondre avec Nawanuke Jutsu, l'art de disloquer le corps. Ce DVD contient également une multitude de techniques de combat à main nue et avec armes réalisées par le Shihan. Chaque technique est passée au peigne fin, à l'aide de ralentis, d'arrêts sur image et de voix off explicatives. Un régal pour les passionnés. Oui, il y a des techniques de combat. Il y a savoir que tous les ninjas pratiquaient différentes techniques de combat, c'est clair, même si leur but n'était pas de se battre. Le but, c'était de pouvoir
je le répète et j'insiste dessus, ne pas se faire prendre, ne pas se faire voir. Pour ça, il ne fallait pas qu'il blesse. C'est très important. Un bon ninja, que l'on pouvait aussi qualifier de Jonin, c'est-à-dire un ninja supérieur, était la personne qui allait faire sa mission, revenait sans avoir été pris, sans avoir été surpris. Voici une technique de dissimulation qui caractérise l'art ninja. Dans cette situation, le shinobi paraît prêt à combattre à main nue. Mais ce que l'adversaire ne voit pas, c'est le tube de poudre qui dissimule derrière sa garde. Et au moment où l'adversaire se lance à l'assaut, le shinobi projette sa poudre dans ses yeux pour l'aveugler et rompre ses tentatives d'attaque. Grâce à ce DVD, n'importe qui voudra apprendre des techniques de self-défense et connaître en même temps la culture et l'histoire des ninjas pourra le faire. Mais bien évidemment, il faudra en même temps trouver un maître pour pouvoir mieux comprendre ces techniques qui sont transmises. Afin que les spectateurs puissent mieux assimiler les techniques de combat, Bernard Bordas dévoile l'historique et la fabrication de chaque arme qu'il utilise. Donc ceci sont les griffes en acier, on peut appeler ça tekagi, kumade, ça dépend. Et peu de gens savent comment les utiliser. Beaucoup les utilisent en mettant l'anneau, on va dire, sur les os. Ce qui n'est valable que pour parer les sabres, mais pas du tout pour grimper. Donc ils ne savent pas du tout utiliser le tekagi, c'est très important si on ne veut pas se casser les mains. Donc comme j'ai expliqué déjà, ça servait aux forestiers à grimper aux arbres et à transporter les fagots. Dans l'école Togakure, et pratiquement que dans cette école, on utilise ces griffes. Sur cette attaque, le shinobi bloque le sabre avec le tekagi en tendant bien les doigts pour éviter de se les faire couper. Une fois la lame bloquée entre les griffes d'acier, ses doigts vont venir saisir le dos du sabre pour écarter le danger et mettre son adversaire hors d'état de nuire. Et donc là, ici, Maître Bordas a expliqué l'utilité de chaque arme durant les différentes époques qui existaient au Japon féodal pour que les gens comprennent vraiment que dans telle situation et dans tel métier, pourquoi les gens employaient telle arme. Voilà, ou tel outil. Ce DVD contient également une interview exclusive du maître Masaki Atsumi, filmée par son élève et encore jamais dévoilée à ce jour. Eh bien tout simplement, j'avais 4-5 questions qui étaient pour moi très intéressantes pour l'avenir du ninjutsu en Europe. Et bien comme je sortais tout frais de mes cours de japonais, donc un jour je lui ai demandé, Sensei, qu'est-ce qu'on peut faire une interview. Il m'a demandé est-ce qu'on avait besoin d'un traducteur. J'ai dit non, je vais me débrouiller tout seul. Et puis donc on a fait cette interview, Sensei m'a reçu dans son bureau, j'avais ma caméra. Voilà, on a fait cette interview en tête à tête, sans traducteur, vraiment Ishin Denshin. Et c'est quelque chose qui a beaucoup marqué Soki Atsumi et il était ravi de pouvoir parler sans avoir besoin d'un intermédiaire. Sensei, ce qui est important au sein du Bujinkan, c'est l'individu, l'être humain. Le documentaire retrace aussi le parcours de Bernard Bordas, de l'apprentissage du ninjutsu au Japon jusqu'à son passage chez les forces spéciales. En exclusivité pour vous, le Shihan va vous raconter comment il en est venu à être l'instructeur de police antiterroriste de Zagreb. Et c'était la guerre à ce moment-là en Yougoslavie et c'était dans un taïkai en Allemagne. Je suis en train de chercher à Francfort. Et à un moment, je vois des gens qui vont parler avec Soki Atsumi et Soki Atsumi qui m'appelle. Et Soki Atsumi dit voilà, c'est lui avec qui vous devez vous entraîner. Alors ces personnes qui sont Dean Rostowa et Andrei Jasank, qui était un officier des forces spéciales croates de la police antiterroriste de Zagreb et un Slovène, ils m'ont demandé de venir faire un cours chez eux. Et c'est là que j'ai appris qu'ils étaient venus à ce taïkai pour chercher un instructeur pour leur force spéciale. Et Atsumi leur a dit, si vous voulez faire quelque chose d'utile et d'efficace, il faut le faire avec Bernard Bordas. J'ai appris ça avec grande surprise.
Hatsumi Sensei s'est basé sur mon passé militaire d'ancien parachutiste. Il a dit, ben voilà, vous allez le faire avec lui. Il m'a désigné comme étant la personne adéquate pour enseigner à des militaires des techniques efficaces et non pas des techniques issues du kung-fu, du karaté ou des choses comme ça. Donc, ça s'est passé comme ça. Et ensuite, quand je suis allé à Zagreb, je suis resté là-bas, j'ai même fait du tir, on a tiré Dragunov, Kalachnikov, je ne me rappelle plus le nom de leur pistolet. Et après, quand je suis rentré, aussitôt après je suis parti au Japon, Hatsumi Sensei a été ravi que j'ai pu enseigner à des gens qui allaient utiliser leur enseignement pour quelque chose d'important et non pas en dilettante comme on va faire un match de foot ou jouer au tennis. Il a dit à tout le monde, voilà, on n'a plus besoin de personnes qui sont là juste pour enseigner, on n'a plus besoin de promoteurs, on a besoin de gens qui sont efficaces. Et donc au début, il dit j'enseignais un petit peu à tout le monde, mais les promoteurs, ils ont eu leur temps comme les dinosaures. Maintenant c'est fini, on n'a besoin que de personnes efficaces. Et il m'a dit, voilà, j'enseigne à des gens du Mossad, à des gens du FBI, à des gens de la CIA. Plus tard, en 1996, il reçoit la médaille d'or du Bujinkan des mains de Masaki Hatsumi, après avoir enseigné la défense personnelle aux forces spéciales de Zagreb en ex-Yougoslavie. Voici quelques techniques de désarmement utilisées par les forces spéciales en dernier recours. Pourquoi avez-vous arrêté d'être instructeur pour les forces spéciales ? Alors il y avait deux choses. Il y avait mon cœur de justicier qui disait oui c'est intéressant, je vais transmettre un art de combat à des personnes qui font du combat, donc un art martial à des militaires. Quoi de plus logique plutôt que de transmettre un art martial à des étudiants ou des plombiers chauffagistes ou des électriciens pour qu'ils ensuite à leur tour enseigner. C'est une franchise commerciale, à ce moment-là, c'est pas du tout, c'est une transmission commerciale, pyramidale, ce n'est pas du tout utile. Ou alors j'allais transmettre à des hommes, mais bon, entre-temps, j'ai beaucoup médité et en tant que bodhisattva, je ne peux pas me permettre d'enseigner des techniques à des forces spéciales, dans le sens où je suis karmiquement responsable de ce que j'enseigne. Si je vous donne un conseil diététique et que ça vous rend malade, je suis le responsable. Si je vous montre une technique et que vous allez tuer quelqu'un avec, je suis responsable. Ueshiba l'enseignait encore beaucoup plus explicitement en disant si quelqu'un m'attaque, c'est de ma faute. Si je blesse la personne ou même si elle me tue, je suis responsable de son karma. Même si elle me tue. Parce que si la personne m'a attaqué, c'est que j'ai montré que j'étais faible. Et même si je la blesse, ou même si elle me tue, ou même si elle me tue par derrière, elle m'a attaqué, ça veut dire que je n'ai pas lancé un ki positif et que cette personne m'a blessé ou m'a tué. Et si cette personne est ennuyée, va en prison ou est lynchée par la foule, c'est moi le responsable. Donc de la même manière, tous les actes que vous faites dans votre vie ont une répercussion bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Donc enseigner des techniques à des gens qui allaient blesser ou tuer avec ne m'intéressait absolument pas. Et je dis pour tout l'heure du monde, j'ai été contacté par ce qu'on appelle des contracteurs d'ailleurs. J'ai été contacté par des contracteurs qui voulaient pour un salaire approchant les 20 000 euros par mois m'emmener dans des pays où il fait bon, fleur blond, le sable chaud, pour assurer des sécurités de puits de pétrole ou entraîner des gens justement qui faisaient la sécurité des puits de pétrole ou des familles d'émirs. Et donc j'ai dit non, même pour 20 000 euros par mois. Ce DVD met aussi l'accent sur les repas que consommaient les ninjas. Un mode alimentaire exclusivement végétarien, une facette très importante de cet art guerrier qui n'est pourtant jamais mentionné dans les documentaires sur le ninjutsu. Dans la tradition ninja, il y a ce qu'on appelle Ninja Godo. Ninja Godo, c'est les 5 voies du shinobi. Et dans les 5 voies du shinobi, il y a ce qu'on appelle l'alimentation. Et l'alimentation a été un des éléments les plus fondamentaux dans la tradition ninja, parce que tout simplement, les ninjas devaient tous peser autour de 60 kg. Donc ces gens-là étaient obligés d'avoir une alimentation essentiellement végétarienne et pas une alimentation essentiellement composée de viande, parce qu'ils devaient, comme j'ai expliqué, être capables de s'accrocher au plafond, de monter aux arbres et se tenir sur les branches sans qu'elles se cassent, et de marcher sur le plancher sans le faire grincer. Donc ils devaient avoir une alimentation saine. En outre, l'alimentation végétale
les empêcher de dégager des odeurs. Donc l'alimentation a été très 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 importante pour les ninjas pour de nombreuses raisons. Au Japon, on appelle onigiri, ninja onigiri, l'algue nori qui entoure du riz complet qui est riche en calcium, du calcium, du vrai calcium qui est assimilable par l'homme. Le calcium des algues, une algue contient 40 fois plus de calcium que le lait de vache destiné aux veaux. Les Japonais mangent des algues depuis des siècles, et les centenaires d'Okinawa font toujours rêver les Occidentaux d'une vie longue et en bonne santé. Leur richesse en sels minéraux, en vitamines et en oligo-éléments est considérable. La présence de zinc, de cobalt, d'iode joue un rôle important de complément alimentaire au sein d'une alimentation trop souvent appauvrie. Le documentaire Nimpoikan est actuellement disponible en DVD ainsi qu'en LOD-I. Attention, édition limitée. Pour plus d'informations, envoyez un email à l'adresse suivante lemondesartsmartiaux@gmail.com ou contactez directement Bernard Bordas sur la page Facebook Le Monde des Arts Martiaux.